Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct à l'Adidas Arena sur le plateau de Big Media à l'événement Sport Définition qui est organisé aujourd'hui par BPI France pour parler sport et business. Donc nous sommes à l'Adidas Arena, dans cette salle où se dérouleront cet été les épreuves de badminton des Jeux Olympiques, mais aussi fin août et début septembre, les épreuves de parade badminton et de parade taekwondo pour les Paralympics. Je suis Yves Villaginès, journaliste au quotidien Les Échos. Nous allons évoquer dans un instant avec nos trois invités les liens qui existent entre technologie et sport. Je vais vous les présenter. Commençons par vous, Omar, à ma droite. Omar, vous êtes Head of Innovation au comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. En quelques mots, pouvez-vous nous présenter votre mission au sein du comité d'organisation ? Bien sûr. Bonjour Yves, bonjour à tous. Au sein du comité d'organisation, on avait l'ambition de créer une cellule dédiée à l'innovation dont la vocation était de venir en soutien des différentes directions de Paris 2024, la logistique, les transports, les sports, la technologie, etc. Et l'objectif, c'est de venir les aider de façon ponctuelle, sur de l'idéation, du prototypage, du test, etc. ou de façon approfondie, donc de bout en bout, de l'idée à la livraison d'un produit ou d'un service. Vous travaillez au comité d'organisation déjà depuis plusieurs années, je crois. Depuis 2019, oui. 2019, c'est long. Oui, mais c'est dans 51 jours, absolument. Avec nous aussi Maude Baudier. Maude, vous êtes la fondatrice d'une communauté cycliste assez connue maintenant et de triathlètes qui a démarré il y a plusieurs années, qui s'appelle Les Bornés. Et vous êtes aujourd'hui aussi la fondatrice d'une start-up qui s'appelle Smatchy. En quelques mots, pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit, les deux ? Bien sûr. Alors, Les Bornés, c'est vraiment une communauté sur la place de la femme dans le sport, où les hommes et les femmes font du vélo ou du triathlon ensemble. Ça a 6 ans maintenant, donc oui, ça commence à faire quelques années. Et partout en France, des personnes se retrouvent pour pratiquer entre elles. Et après, nous, on leur organise des séjours, on leur organise des entraînements, on leur trouve des coachs. Donc, on crée tout un écosystème bienveillant autour de leur pratique. Et ça va du niveau hyper débutant au niveau extrêmement confirmé, qui fait des Ironman et qui se qualifie pour les mondiaux. Ça, c'est la partie Les Bornés. Et Smatchy, c'est une application de mise en relation entre sportifs qui permet de trouver des partenaires près de chez soi. Souvent, j'ai tendance à dire que c'est un peu comme Blablacar pour ton covoite. Mais là, cette fois-ci, c'est pour trouver des partenaires sportifs près de chez soi. On va y revenir tout à l'heure. Et enfin, avec nous, Nizar Melki. Bonjour Nizar, vous êtes le cofondateur d'une application pour clubs sportifs amateurs qui s'appelle Sport Easy. En quelques mots, de même, pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit sur Sport Easy ? Bien sûr, bonjour Yves, bonjour à tous. Sport Easy, c'est une application qui simplifie le quotidien des clubs de sport amateurs et qui regroupe tout ce dont un club amateur a besoin. Donc les dirigeants d'un club, au lieu de récupérer des formulaires papier ou de perdre du temps à appeler plein de gens ou d'avoir plein de tableaux Excel, les gens peuvent payer en ligne leur cotisation pour le club grâce à Sport Easy. Les entraîneurs vont pouvoir envoyer des notifications. Est-ce que votre fils est disponible pour le match ? Est-ce que vous avez une voiture pour accompagner les gamins au match ? Et puis les joueurs, les parents vont pouvoir accéder à la bonne info au bon moment sur leur smartphone, comme pour tout le reste de leur vie. Et puis ils vont aussi pouvoir partager des photos, des vidéos, etc. Donc, application tout en un pour le club, utilisée par plus de 3 millions de personnes aujourd'hui. Et vous êtes biclassé en fait, parce que vous êtes là aussi au titre de la Sportec. Vous êtes un des cofondateurs de la Sportec en France, qui regroupe des startups de la French Tech dans le domaine du sport. En quelques mots, ça représente combien de startups aujourd'hui dans ce domaine ? Alors oui, j'ai cofondé bien sûr avec plein d'autres startups le collectif Sportec en 2019. Aujourd'hui, il regroupe 150 startups qui œuvrent dans l'innovation ou l'impact dans le sport. Et on va en reparler, mais ça peut être du sport amateur pour plus de pratique, du sport pro, plus de performance, et aussi le sport qu'on regarde, la fan expérience, plus de divertissement, comment on regarde autrement le sport. Donc des thématiques, je crois, que nous allons aborder ce matin. Alors je vous remercie à tous les trois d'être avec nous ce matin. On vous a réunis pour parler des liens entre la technologie et le sport. Il me semble qu'on peut en définir 3 principaux. Le premier, c'est la technologie au service de la performance d'abord, peut-être des athlètes de haut niveau, mais aussi des amateurs qui ont envie d'améliorer leur performance. La technologie peut être au service aussi des sportifs du quotidien. Comment elle encourage à plus de pratique, à plus de sport, à une plus grande régularité. Et enfin, en troisième, c'est la technologie au service des fans, c'est-à-dire celle qui améliore l'expérience aussi bien dans les arènes, sur les stades, dans les stades, qu'en dehors. Est-ce que ce découpage vous convient tous les trois ? Oui, très bien. Bon, alors, on va commencer par
La technologie au service de la performance, cela inclut la technicité du matériel. On a vu par exemple cet hiver l'importance qu'avait eu la qualité du fartage pour les biathlètes dans leur victoire au championnat du monde. Mais ça peut être la qualité des raquettes, etc. Enfin, ou même des chaussures. Alors évidemment, ça n'enlève rien à la qualité des sportifs et de leur entraînement. Il faut avant tout être performant dans son sport. Mais pour s'améliorer aussi, la technique utilise désormais des outils de captage des performances et des outils qui permettent même d'être reliés à de l'intelligence artificielle pour mesurer ces performances. Alors Nizar, c'est un créneau qui s'est pas mal développé ces dernières années dans la Sporttech. Aucun de vous ne représente ce mouvement ici, mais il y a quand même beaucoup de startups. Est-ce qu'on peut donner des exemples plus concrets ? Oui, bien sûr, absolument. Ça fait partie des startups du collectif, donc pas la mienne en effet, mais j'ai pas mal d'exemples. Alors, je vais reprendre cet exemple de capteur qui est vraiment intéressant, qui permet, pendant sa pratique, de capter un certain nombre de données et puis d'en déduire des choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'était quelque chose de très réservé au sport de très haut niveau, professionnel. Et aujourd'hui, ces capteurs, ils sont redescendus au niveau amateur. Et on peut prendre l'exemple de la startup Footbar. Et grâce à un capteur que vous allez mettre dans votre chaussette, pour faire simple, pendant que vous jouez au foot, vous allez pouvoir mesurer tout un tas de données sur le nombre de courses à haute intensité, la puissance de votre frappe. Et avec plein d'algorithmes d'intelligence artificielle, vous allez en déduire des choses sur votre niveau, votre comparaison avec d'autres joueurs, votre style de jeu et comment vous pouvez vous améliorer. Donc ça, je trouve que c'est un très bon exemple de comment améliorer sa performance. Et il y a d'autres exemples, pas uniquement dans la pratique, mais par exemple, si on poursuit l'exemple des capteurs, mais un peu différemment, il y a une start-up qui marche très bien, qui a relevé 16 millions d'euros en début d'année, qui s'appelle K-Invent, et qui permet, c'est une solution pour des kinés, qui vont mettre 8 capteurs autour de leurs patients. Ces capteurs sont connectés à une appli et ils vont pouvoir évaluer plus facilement l'évolution de leurs patients, mais aussi, grâce à la version de l'appli pour le patient, permettre de mieux les engager dans leur rééducation, qu'ils puissent avoir un programme plus personnalisé. Donc là, c'est vraiment un suivi très très fin de la performance et au sens de la blessure. Puis il y a d'autres exemples. Vous m'arrêtez parce qu'il y en a toujours plein. Startup de la French Tech de Montpellier d'ailleurs. Tout à souligner. Absolument, absolument. On peut peut-être parler de Skills Corner aussi. Oui. Ça, c'est intéressant parce qu'on a la pratique, le kiné, la rééducation. Et puis là, on a vraiment le côté recrutement dans les clubs professionnels. Où là, prenez un recruteur du football club de Liverpool. Il ne va pas pouvoir regarder tous les matchs de 3e division brésilienne pour repérer un joueur. Et donc, grâce aux algorithmes Skills Corner va se connecter à des flux de caméras télé qui existent. Et leurs algorithmes vont en déduire tout un tas de données sur plein de joueurs dans le monde et vont permettre de dire à un club regarde, lui, ils sont intéressants, tu cherches des joueurs avec ce profil, etc. Et ça, c'est vraiment du suivi de la performance en grande quantité qui serait absolument impossible sans technologie. Et donc, leur solution, c'est une startup française, là encore, du collectif, et elle est utilisée par plein de clubs de foot professionnels et d'autres sports, d'ailleurs. Donc ça, je trouve que c'est aussi un super exemple, en effet. Ouais, on peut aussi citer la start-up du judoka Stéphane Streno qui travaille aussi sur ce secteur-là dans le sport et en particulier sur le judo. On peut citer aussi Strava qui quand même est une application qui vient du sport de haut niveau et qui est en train de diffuser auprès des amateurs parce que la technologie, même si elle est essayée, expérimentée dans les sports de haut niveau, elle finit par redescendre et diffuser dans le quotidien. Est-ce que c'est très important ? Est-ce qu'on a des données sur notamment l'équipement en montre connectée, en objets comme celle-ci ? J'avoue de ne pas avoir les données, mais je sais simplement que en effet, c'est en très très forte croissance. Ouais. Et c'est vraiment ce sujet du pro vers l'amateur dont on parlait. C'est comme Footbar pour le football amateur, Strava, tout le monde court avec Strava. Il me semble ces données existent en tout cas. Ces données existent. Nous, on sort une étude chaque année avec le collectif qui sera révélée là, dans une semaine avec plein de données sur l'innovation dans le sport qu'on a co-rédigé avec le collectif Deloitte. Et je ne sais plus s'il y a cette donnée-là, mais... Bon, en 2 mots, il suffit de regarder autour de soi pour voir que ça explose. Les Google Fit, enfin tous ces objets-là, les Apple Watch qui mesurent à la fois votre rythme cardiaque, mais aussi la qualité de votre effort et même la qualité de votre sommeil pour certains. Mais la technologie, on le dit, c'est pas réservé seulement aux athlètes de haut niveau, c'est aussi
pour les sportifs du quotidien, ceux de tous les jours qui aiment pratiquer dans de meilleures conditions, qui aiment pratiquer avec d'autres. Omar et Maude, pouvez-vous tous les deux, chacun, nous partager votre expérience? Omar, on va commencer par vous, si vous le voulez bien. Parmi les innovations que vous avez déployées pour le comité d'organisation des Jeux Olympiques, il y a quelque chose qui est très intéressant, qui est le marathon pour tous, et surtout le marathon connecté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit plus précisément? Bien sûr, Yves. Déjà, dans la promesse des Jeux, ou le slogan des Jeux, c'est d'ouvrir grand les Jeux. Et c'est la raison pour laquelle on a poussé en fait, le concept pour dire on va permettre à des gens comme vous et moi de pouvoir se mettre dans la peau d'un athlète de haut niveau et de participer au marathon pour tous physique. Donc le 10 août à 21h, 40 000 personnes vont courir. La moitié va faire 42 km et l'autre moitié va faire 10 km dans les rues de Paris, dans les mêmes conditions que les athlètes. Et on s'est dit on veut pousser ce concept un peu plus loin et on s'est dit on va créer le marathon pour tous connecté, à savoir permettre à tout un chacun partout dans le monde de courir pour les couleurs de son pays, minimum de 30 minutes, donc pour rester sur les 30 minutes d'activité physique. Alors pas forcément les 42 km. Pas forcément 42 km parce que sinon c'est moins accessible. Donc on s'est dit c'est 30 minutes pour que la participation soit validée. Et on peut le faire de deux manières. Soit on court en bas de chez soi dans son quartier autour de soi, soit on fait ça en intérieur. Et en intérieur, ce qu'on a fait, c'est qu'on a filmé l'intégralité du parcours et on utilise la solution de la start-up Kinomap qui permet justement de voir, d'adapter le tapis de course selon l'élévation. Notamment, il y aura la côte des Gardes où ça va bien monter. Donc le tapis de course va commencer à s'incliner pour pouvoir voir ça. Donc on peut le faire en extérieur, en intérieur, sur un tapis de course en intérieur ou sur un vélo d'appartement ou un pédalier à bras pour les personnes qui sont en situation de handicap qui ne peuvent pas courir puissent aussi participer. Donc c'est un éventail assez large et en plus on a en France on a un accord avec les salles de sport Fitness Park qui vont être ouvertes tout le week-end du 10 et 11 août pour tout le monde, pour que les gens puissent participer dans une ambiance un peu festive et célébrer sportivement la fin des Jeux. Alors si je résume, on peut se rendre dans un club de sport sur un tapis de course connecté et reproduire exactement le parcours du marathon pour tous, avec la côte des Gardes qui n'est pas un cadeau. Vous avez pas ça, sportivement, c'est pas un cadeau. Oui, sportivement, c'est pas vraiment un cadeau. Mais effectivement, on aura la possibilité de le faire. Et la variation d'inclinaison, etc., pour la partie technologique indoor, ça peut fonctionner aussi parce que la start-up Kinomap a pensé au fait que tout le monde n'a pas un tapis de course connecté. En fait, il y a la possibilité aussi d'indiquer à la personne de changer la résistance ou l'inclinaison de la machine en question. Comme ça, on peut utiliser le vélo d'appartement de son grand-père qui est chez soi. On peut le faire aussi à vélo. On peut le faire à vélo, mais en intérieur seulement. En intérieur. Ouais. Okay, très bien. En fait, en intérieur, on ouvre la palette le plus large possible parce que le but, c'est pas. Là, on cherche pas la performance, on cherche juste à pousser les gens à célébrer en faisant du sport parce qu'on a un engagement sur le fait de faire bouger plus la population parce que le sport c'est une recommandation de l'OMS qui prouve que ça fait du bien de pratiquer du sport de manière régulière. Alors on va en parler tout de suite avec Maude parce que c'est sa raison d'être, sa mission des startups qu'elle a créées. Maude, vous avez créé des communautés sportives, de sportifs amateurs ou en tout cas pas de sportifs de haut niveau, mais des gens qui s'entraînent parce que pour faire un triathlon quand même, il faut une bonne condition physique. Avec deux communautés, on en parlait tout à l'heure, les Bornés et Smatchy. Réexpliquez-nous comment la technologie peut, selon vous, engager le sportif du quotidien à plus de pratique, à plus de régularité. Alors moi, je vois vraiment la technologie, non pas dans le côté justement pas podomètre, etc. Parce que ça, pour moi, c'est vraiment des outils qui sont comme la montre connectée qui viennent apporter ça, mais comme le côté communautaire, c'est-à-dire que souvent, ce dont je me suis rendu compte en fait post-Covid, c'est que déjà on aimait tous les gens. On s'est rendu compte qu'être enfermé chez nous, c'était un peu pressurisant. Donc on avait ce besoin de lien social et on aimait bien aussi être dehors. On a eu ces deux révélations qui ont peut-être été un peu salutaires pour la santé des Français au sens large, même du monde. Et je me suis dit en fait qu'il manquait cet outil pour trouver des personnes près de chez toi. Et moi je m'en rends compte. C'est-à-dire que j'ai déménagé, je suis passée de la région parisienne à la Haute-Savoie il y a peu. Trouver des nouveaux partenaires
partenaires sportifs alors que tout le monde se connaît, ils sont potes d'enfance ou ils sont allés au lycée ensemble ou ils travaillent ensemble et toi tu débarques dans une région, tu connais pas les personnes qui habitent près de chez toi, tu connais pas leur niveau, leur pratique sportive, c'est extrêmement dur parce qu'en fait tu dois reconstruire tout un écosystème et d'autant plus dans le monde sportif où c'est parfois des petits clusters comme ça à droite à gauche et tout le monde se connaît pas. L'idée, c'était de créer une application et des communautés qui permettent en fait de trouver des partenaires près de chez toi et qui viennent simplifier via un outil technologique, c'est-à-dire via des algorithmes qui te trouvent les bonnes personnes, via des outils simplifiés pour déposer des événements, le fait de rencontrer des gens. Et souvent, ce que j'ai tendance à dire, c'est moins scroller, plus transpirer. Donc dans l'idée, moins TikTok et beaucoup plus être dehors avec des gens parce que ça fait du bien ici et ça fait du bien ici. C'est pas que les dépenses caloriques. Moins d'écran. Moins d'écran, même si j'entends moi la pratique connectée du sport, elle est intéressante parce que quand il pleut vraiment très fort dehors, quand on n'a pas le temps, quand on n'a pas l'équipement chez soi, où il y a plein de raisons qui font qu'une salle peut être intéressante ou l'équipement connecté peut être intéressant. Moi la première, j'utilise des équipements connectés en hiver parce que quand il neige en Haute-Savoie, tu sors pas le vélo. En tout cas moi je le sors pas, les pros le font, mais moi non. Vous faites des compétitions en ligne Alors, non, moi je faisais vraiment entraînement pur et dur, mais c'est très utile. Mais après ça vient pas suppléer le fait d'être dehors, de voir des paysages, de traverser des cols, d'être avec des personnes, de papoter, de s'arrêter, de prendre un café dans une boulangerie. Tout ce côté de lien social en fait qu'on oublie parfois à travers les outils connectés. Et j'ai tendance à vouloir dire qu'il faut réutiliser ces outils pour réapprendre à recréer du lien. Parlons de ce match un peu parce que c'est un pari très audacieux quand même de vouloir créer une communauté, un réseau social. Il faut regrouper beaucoup de monde sur des régions. Vous en êtes où on en est au début. La petite analogie que je donne, c'est les gens ont des enfants, ou en tout cas ont des enfants dans leur entourage. On est encore un jeune bébé, il n'a pas encore 1 an. Il fait des petits balbutiements, on va dire, mais il ne parle pas, il ne marche pas. Et le but, c'est de lui apprendre à marcher, de lui apprendre à parler. Donc on en est vraiment au tout début. On a plus de 2000 utilisateurs qui ont téléchargé l'application. On est à peu près à une centaine de téléchargements organiques par semaine. Donc on voit qu'il y a un intérêt et on voit que les personnes, elles s'intéressent au fait de faire du sport à plusieurs. Il y a un besoin. La statistique, elle est assez impressionnante, c'est qu'il y a plus de 76% des personnes qui font du sport hors club. Donc quand tu as un club, tu as la solution de Nizar, c'est génial, mais quand tu n'as pas de club, en fait, il n'y a rien. Il y a un grand vide. Et l'idée, c'était de venir combler ce vide-là avec une solution qui viendra t'aider dans ton quotidien. Oui, c'était ma question suivante, parce que là, on parle des personnes qui ont envie de faire du sport avec d'autres, de les rencontrer via une application, mais les clubs sportifs, quand même, le réseau associatif est extrêmement présent en France. Il ne répond pas à ce besoin ? Non, en fait, c'est bien là la problématique, c'est qu'on s'est rendu compte que, par exemple, je vais prendre l'exemple d'une femme qui vient d'avoir un enfant. Les séances de club, si tu veux faire du triathlon, c'est très tôt le matin à 6h du matin. Bah, tu peux pas, en fait, il faut que tu t'occupes de tes enfants. Tu vas pas, bon bah ciao, je m'en vais, c'est sympa. Voilà, donc tu vas à ton travail et c'est tard le soir. Et donc, en fait, la pratique adulte, elle est moyennement, voire mal adressée par les clubs parce que, majoritairement, elle a été créée pour une pratique qui est une pratique moins de 18 ans. Et elle fait très bien le travail en moins de 18 ans, on va pas se mentir, c'est extrêmement pratique, les enfants ils peuvent se développer, tu peux tester plein de sports, ça coûte pas cher. Franchement, il y a rien à dire sur ça. Dès lors que tu vas sur la vie d'adulte avec des contraintes de déplacement, de voyage, de famille et tout ce qui va avec, là ça devient plus compliqué parce que tu n'es pas régulier en fait. C'est-à-dire que tu peux tout à fait être dispo une fois à midi, une fois ça va être le soir, une fois ça va être le matin, sauf que le créneau associatif, on sait tous commencer, c'est le mercredi à 19h. Enfin voilà, c'est une heure fixe. Oui, et c'est une pratique qui n'est pas tournée forcément vers la compétition. Et en plus de ça, c'est-à-dire que souvent en plus les clubs et les associations sont aussi très compétitifs et toi tu viens juste te dépenser en fait. On vient chercher, je pense, quand on est adulte dans le sport, si on n'est pas dans la compète, ce qu'on a perdu quand on était gamin, le côté jeu. Quand tu étais enfant, quand tu allais faire du roller, tu n'allais pas faire du sport, tu allais faire du roller. Quand tu allais faire du foot, tu n'allais pas faire du sport, tu allais faire du foot. Tu allais avec tes potes, tu allais te marrer. Et ce truc-là, en fait, je pense que c'est ce que beaucoup d'adultes vont commencer à rechercher. C'est, outre le fait d'avoir transpiré, c'est juste le côté jeu de se dire oh, j'ai repassé un bon moment. Et tu reviens avec un sourire comme ça. Et franchement, les stats, on s'en fout. C'est même pas ce que tu viens chercher à un instant T, tu viens juste chercher ce lien social et cette petite bulle à toi qui t'a fait du bien dans tout ton corps. Nizar, alors, je ne sais pas si vous êtes totalement d'accord. Non, mais c'est deux applications totalement complémentaires. C'est totalement complémentaire, c'est ce que j'allais dire. Sûr. C'est-à-dire, à quelques nuances près, je suis d'accord. Moi, je pense que la technologie permet de faire du sport autrement, et c'est très bien. Enfin, peut-être qu'il y a des gens qui ne feraient pas de sport sans ce matchy, et ça, je trouve ça génial. De même qu'il y a d'autres startups, avant de revenir à Sport Easy, qui vont permettre de faire plus de sport dans le cadre de l'entreprise, et avant, ça n'existait pas.
parce que, je sais pas, United Heroes permet de se challenger entre collaborateurs. Si je cours plus que l'autre, donc peut-être qu'il ne le ferait pas sans ça, parce que Gymlib, c'est une sorte de carte ticket resto du sport, et donc peut-être que je ne le ferai pas. Il y a des applications qui permettent du sport à la maison, même si moi je suis un peu tendance mode, c'est-à-dire que je pense que c'est bien d'aller voir des gens et de sortir, mais Sporty Papers permet, avec son téléphone, de faire des mouvements devant son téléphone et donc d'être un avatar dans un jeu vidéo qui permet de faire des trucs plus rigolos. Et peut-être que des gens qui aimaient bien les jeux vidéo font du sport grâce à ça alors qu'ils ne le feraient pas. Donc tout ça, moi je trouve ça génial. Et ensuite, la technologie permet aussi de pérenniser, voire de faire grandir une pratique plus traditionnelle. Et c'est la pratique dans les associations sportives. D'abord, il y a tout, Maud l'a dit, il y a le sujet des enfants. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants sont dans les clubs, en gros. De toute façon, c'est le truc le plus pratique. Et donc ça, voilà, c'est une pratique quasi uniquement en club. Et les adultes, il y a les deux en fait. Il y a des adultes qui continuent à être dans des associations sportives, parfois loisirs, etc. Et en fait, des outils comme Sporteasy permettent à des clubs de mieux s'organiser et donc de fidéliser leurs licenciés qui ont peut-être d'autres possibilités de faire du sport. Mais en fait, si le truc est super pratique, dans une appli, je sais quand j'ai entraînement, je peux annuler au dernier moment, le coach voit qui vient pas, combien il y a de joueurs. Par ailleurs, la solution Sporteasy leur permet de trouver des sponsors, de mieux se financer, elle leur permet de récolter leurs cotisations plus vite. Il y a de moins en moins de bénévoles dans les assos. Un club sportif, c'est 3800 heures de bénévolat par an. C'est énorme, mais il y en a de moins en moins. Donc la technologie va permettre de pérenniser cette pratique associative, voire de faire grandir les clubs, parce qu'ils sont mieux organisés, parce que les licenciés sont fidélisés, parce qu'ils vont trouver plus de sponsors. Et donc, Sporteasy, on a tendance à dire aujourd'hui que c'est l'appli des clubs qui grandissent, quoi. Et parce qu'ils ont la volonté de se structurer, parce qu'on les aide à grandir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de clubs qui l'utilisent. Et je pense que c'est génial au final que la technologie permette plus de sport. Et petite parenthèse, le club, c'est ce que tu disais, moi ce que je trouve génial dans le côté club, c'est ce côté collectif, quoi. C'est bien d'aller courir avec Strava, c'est super, mais moi je trouve ça sympa d'aller dans un club avec des gens et donc voilà. Tu retrouves tes copains en fait. Exactement. Et moi, je me retrouve complètement dans ce que tu dis. J'ai jamais pensé quand j'étais petit à faire de la performance, perdre peut-être tant de calories. En fait, moi j'allais faire du foot. Je trouvais ça super ludique. Et voilà, donc nous on fait grandir les clubs et plus la technologie, si y a plus de technologie permet plus de pratiques sportives, alors on a réussi et c'est génial. Faut juste pas qu'elles viennent cannibaliser en fait. Moi c'est surtout ce que je dis, c'est-à-dire que je l'ai vu dans le monde du triathlon, je sais pas toi ce que tu as pu observer, mais il y a de plus en plus de personnes qui parfois sont obsédées par les chiffres et ils en oublient en fait le côté ludique et social et sympa du sport. On n'est pas athlète pro, c'est la même chose que quand on dit on sauve pas des vies, voilà, c'est un peu pareil. C'est l'inconvénient d'une forte gamification de ces applications. Mais la gamification, elle est quand même utile, me semble-t-il, à ce que la pratique soit plus ludique. C'est-à-dire que c'est une dérive, mais la gamification, c'est un outil pour améliorer la pratique et la rendre plus ludique aussi. Oui, pour moi, c'est un équilibre à trouver en fait. C'est trouver le truc qui vient amuser les personnes et donc qui fait qu'elles vont consommer le sport, si on peut l'appeler comme tel, mais en même temps qui font qu'elles ne tombent pas dans un excès comme on peut avoir les réseaux sociaux où maintenant tu as des gens qui passent des heures à scroller et où en fait ils ont perdu 2 heures de leur journée et c'est énorme en fait ces 2 heures-là. Et c'est toujours trouver le bon équilibre, je pense, dans tout ce qu'on crée, de se dire à quel point la techno va être super utile, va faciliter la vie. Et ce que tu disais, moi je suis à 2000% d'accord, c'est-à-dire que les gérants de clubs, ils n'ont pas le temps de gérer tout ça, donc si on leur donne le bon outil, trop bien, mais en même temps sans cannibaliser le fait que derrière il faut qu'ils passent du temps en dehors et qu'ils fassent du sport. Mais si je peux me permettre de rebondir sur cette partie-là, non, mais c'est en fait, je pense qu'il ne faut pas forcément se dire que c'est soit l'un, soit l'autre. En fait, s'il y a des gens qui, pour eux, ce qui les motive, c'est les stats, combien ils ont fait par rapport à la dernière fois, ou comment ils ont fait par rapport à leurs collègues, etc. Ou est-ce qu'ils ont le record sur le col de machin. Tant que ça leur permet de pratiquer du sport. Motive, c'est génial. Et si des gens qui n'auraient pas fait de sport le font grâce à cette gamification, tant mieux. Et à la fin, le sujet, c'est plus de sport parce que c'est un sujet aussi de santé publique et c'est pour ça que c'est la grande cause nationale et que c'est poussé par le ministère des Sports et par le gouvernement parce que c'est positif et c'est bon pour la santé et donc pour la société et accessoirement pour les dépenses publiques. Y a-t-il des terrains qui vous semblent encore à conquérir? On pourrait parler du sport en entreprise, par exemple. C'est pas toujours facile quand même, quand on a une vie professionnelle d'adulte, de dégager du temps entre sa vie familiale, sa vie professionnelle, pour aller s'entraîner à des heures relativement normales.
Après, vous allez me compléter peut-être, mais moi je pense que c'est surtout remettre la priorité là où on veut. Moi je le vois personnellement dans mon entourage. Quand je dis que je fais du sport, souvent on me prend pour une sorte d'illuminé. Alors d'autant plus si tu dis que tu fais un triathlon ou un Ironman, là tu fais partie d'une sorte de catégorie un peu de gens bizarres. Mais en réalité, je passe pas ma vie sur mes réseaux sociaux. Il y a plein de choses que je ne fais pas, où je perds pas de temps et où ce temps je le mets à profit de faire du sport. Et je pense que c'est juste réapprendre à consommer autrement notre temps dans la journée. Alors évidemment, je suis intimement convaincue que des solutions qui existent, qui permettent de faire du sport en entreprise, c'est extrêmement sain parce que parfois, tu dois récupérer tes gosses, leur faire les devoirs, les laver, les nourrir. Derrière, tu arrives, il est 21h, ton appart, c'est Bagdad, il faut que tu le ranges et que tu le nettoies. C'est pas possible, tu peux pas faire de sport en fait. Donc évidemment qu'il y a plein de solutions qui doivent être créées et qui sont proposées d'ailleurs dans la Sporttech et tu les expliqueras. Mais il faut voir ça comme un global, de aussi apprendre à remettre les priorités sur soi et sur sa pratique sportive au sens très très large. 30 minutes d'activité physique par jour, ça peut être marcher, ça peut être le matin, juste aller faire une marche près de chez toi. Je suis d'accord de dire que c'est... Alors d'abord, faire un Ironman, si tu es dans une catégorie de taré, moi je trouve, donc je te confirme que... donc d'abord, voilà, ça c'est dit. Mais sans faire d'Ironman, en effet, 30 minutes à pied, c'est bien aussi. Mais blague à part, c'est effectivement ça, dire que c'est important, ça je suis d'accord. Mais c'est bien de le mettre dans d'autres cadres. Et donc, on se répète un peu, mais le fait que les entreprises poussent à ça, c'est nouveau et c'est bien. Et peut-être que ça permet de le faire le midi dans le cadre de l'entreprise. À un moment, on aurait fait sa pause déj et que sinon, ce ne serait pas possible. Et donc, tant mieux. Et tant mieux si, d'une certaine manière, la technologie le permet au sens où c'est des entreprises qui mettent souvent en place une plateforme ou qui facilitent via de la mise en relation entre une entreprise et des coachs sportifs. C'est TrainMe qui fait très bien ça. Et donc, je pense que la technologie permet ces autres façons de le faire à la maison, comme on l'a dit tout à l'heure, en entreprise, etc. Et encore une fois, on revient sur la complémentarité dont Omar parlait, c'est-à-dire dire que c'est important, le remettre au cœur de nos vies, mais en même temps, en donner les moyens via toutes les solutions dont on a parlé, moderniser les clubs pour qu'ils s'adaptent aux usages d'aujourd'hui, créer des applications qui permettent de trouver des nouveaux partenaires, le faire en entreprise, le faire partout, et tout ça cumulé, je pense que ça marche en fait. Et c'est pas plus de temps sur les écrans à la fin, c'est des écrans qui permettent plus de temps sur le terrain, et je trouve ça très très bien. Rappelons quand même que Thibaut InShape a détrôné Hugo Décrypte comme l'influenceur le plus suivi en France aujourd'hui. C'est quand même un signe que le sport intéresse beaucoup sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai, et dans ce côté coaching, crossfit et tout, je pense qu'il y a un nouveau truc ludique chez les jeunes, ils adorent ça. Moi je suis plus foot, un peu old school, bon voilà, mais c'est très bien, mais c'est intéressant. Le troisième domaine de la technologie, c'est comment améliorer l'expérience des fans. Et là, Omar, vous avez déployé pour les Jeux Olympiques quantité de choses très intéressantes, éprouvées, mais très intéressantes. Alors, commençons. Alors, quand on sera comme moi, par exemple, dans une arène fin juillet pour aller regarder du tennis, par exemple, comment est-ce qu'on pourra améliorer ce moment qu'on va vivre dans cette arène sportive, dans les stades ou ici à l'Arena? C'est une très bonne question, Yves. Et en fait, il faut savoir, même si la thématique aujourd'hui c'est la technologie, il faut savoir que ce n'était pas notre point de départ. Nous, quand on se dit on veut améliorer l'expérience du fan, ou du spectateur, ou du téléspectateur d'ailleurs, l'idée n'est pas de se dire ok, est-ce que je vais pouvoir brancher tel techno pour que ça marche. En fait, on part toujours de l'observation, de l'empathie, de où est-ce qu'il y a un point de douleur dans le parcours utilisateur, où est-ce qu'il y a quelque chose qui manque, qu'on peut venir optimiser. Est-ce que la techno permet de le faire? Pour ça, on a fait on a travaillé sur plusieurs projets. Je vais vous en citer quelques-uns pour avoir une idée. Typiquement, on a remarqué que dans plusieurs événements sportifs, des fois, il y a des personnes qui n'arrivent pas vraiment à comprendre le sport qu'ils sont en train de suivre. Et donc, oui. Vous voulez dire qu'ils sont venus regarder un sport dont ils ne connaissent pas très bien les règles? Absolument. Il y a ça c'est une partie importante. Souvent, c'est des personnes qui suivent d'autres. Donc, ils arrivent là parce que si par exemple on est avec Nizar, on va forcément aller regarder du foot, je crois. Et donc, si on va aller regarder du foot et qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas grand-chose au foot, le but, c'est d'essayer de faire en sorte que l'expérience pour les gens qui vont suivre Nizar dans cet événement ou d'autres sports, comme le foot, c'est peut-être un peu plus simple, mais je pense à l'escrime, je pense à l'équitation, au rugby. Il y a énormément de sports aujourd'hui qui sont moins connus pour
pour les gens. Et donc pour ça, il y a 2 projets sur lesquels on a travaillé. Le premier permet d'expliquer les règles d'une manière ludique, parce qu'aujourd'hui, si on veut comprendre les règles, il faut aller sur les sites des fédérations internationales, lire un PDF de 450 pages. Pas très machin. Donc c'est une sorte d'outil interactif avec lequel on pose des questions et il nous répond sur les règles de tous les sports avec des quiz, etc. Donc ça, c'est un premier projet sur lequel on a travaillé. C'est disponible sur l'application, celle où on aura les billets ou une autre? Non, pas celle qu'on aura les billets. C'est l'application dans laquelle il y a les résultats, l'espace spectateur, etc. Donc l'application Paris 2024 va avoir cette fonctionnalité très bientôt. Donc c'est le coach sport qui permet du coup d'expliquer un peu ça. Dans les arènes, dans les stades, il y a aussi la possibilité d'écouter des commentaires en anglais ou de l'audio-description en français. Donc c'est à la fois pour permettre d'expliquer pour les sports silencieux, les sports où il se passe énormément de choses en même temps, donc différentes épreuves en même temps, mais aussi et surtout c'est pour les personnes malvoyantes pour qu'elles puissent comprendre un peu ce qui se passe sur le site de compétition. Il y a aussi VisionPad qui permet pour les sports de balle, pour les malvoyants également, de suivre avec ce qu'on appelle un clicotron, donc une tablette où il y a dessus un curseur et on arrive à voir la position de la balle. Et comme ça, en entendant le public, etc., on arrive à comprendre et être le plus proche de voir l'épreuve. Donc voilà, il y a pas mal de projets sur lesquels on avait travaillé, et même dans la planification, on a fait ce qu'on appelle la modélisation des sites de compétition, donc les jumeaux numériques des sites de compétition. Ça nous a permis aussi de savoir où est-ce qu'on place les caméras pour une meilleure vue, limiter les déplacements, mais surtout placer les caméras, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la billetterie, comment on fait pour l'acheminement, l'arrivée, la logistique, la sécurité, faire des visites virtuelles pour les comités nationaux olympiques et paralympiques en amont. En fait, les jumeaux numériques aussi est une phase de planification qui était très importante pour nous. Ouais, chaque lieu a été modélisé en 3D. Quasiment tous. Il y en a où il n'y avait pas besoin, notamment les stades de foot, parce que beaucoup d'événements c'est assez rodé. Pour d'autres, par exemple, par exemple, se dire qu'on va faire du breakdance à la Concorde, c'est quand même, on n'a pas l'habitude de faire ça à la Concorde. Donc c'était important mais quasiment 70%, 75% des sites de compétition et non compétition ont été modélisés avec ce système de jumeaux numériques, complètement. Vous êtes spectateur, Maud et Nizar? Vous rendez dans les stades? Nizar, oui, dans les stades de foot peut-être. Oui, et pas que de foot. Non, mais j'ai dit foot, mais en fait, moi j'adore tous les sports. Je suis un fou de sport. Non, mais j'adore le foot et je l'assume parfaitement. Mais oui, moi j'adore regarder du sport, donc j'adore en pratiquer, j'adore en regarder. Moi, j'ai pas la télé à la maison, donc. On parle de présence sur les lieux. Personnellement, non. J'ai plutôt tendance à le consommer en shortcut, résumé digital. Tout à l'heure, on citait Hugo Décrypte. Il fait parfois des petites versions sport. Voilà. Moi, c'est plutôt ce type de consommation-là où je vais regarder en résumé ce qui s'est passé, l'info globale. Mais je ne suis pas une consommatrice du long cours, on va dire, ni une consommatrice de stade. Et vous trouvez que l'expérience spectateur dans les arènes, dans les stades est bonne ou il y a encore beaucoup de progrès? Il y a pas mal de startups aussi sur ce créneau-là. Des choses anecdotiques comme la commande à la place et la livraison de sa boisson, mais des choses bien plus intéressantes. Alors, je vais séparer mon cas personnel de ces exemples parce que moi, je ne suis pas très utilisateur de technologie, je ne l'ai pas beaucoup fait en regardant des matchs. Je trouve que l'expérience par exemple, d'un match de foot, elle est... Il y en a qui n'aiment pas trop parce qu'on n'a pas les ralentis, etc. Mais moi, j'aime bien avoir la vision globale et j'aime bien. C'est vrai que dans des sports plus compliqués comme l'athlétisme, parfois il se passe beaucoup de choses. C'est un petit peu difficile de suivre. Mais, mon cas personnel, c'est anecdotique. Mais les startups, elles font plein de choses pour regarder un match à la télé ou dans l'enceinte. Donc, un des sujets assez intéressants et très actuels, c'est des lunettes de réalité augmentée. Il y a une startup qui s'appelle Immersive, qui est française, mais qui est dans son activité internationale, mais qui est une startup française, qui permet, grâce à la réalité augmentée, de regarder un match et de voir des petites statistiques qui s'affichent au-dessus d'un joueur, un peu en direct. Donc en fait, de voir le match avec plus d'infos et mieux. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et qu'on le regarde à la télé ou dans l'enceinte. Il y a Vogo, qui est une autre start-up qui permet, si je suis dans une enceinte sportive, je sais pas, j'assiste à un combat de judo qui se passe vite,
j'ai pas le temps de voir mon hippon, je vais pouvoir voir le ralenti sur un second écran. Et c'est vrai que c'est utile parce que parfois il se passe un truc en 2 secondes. Très très rapide. Exactement. Et on n'a pas le temps de le voir. Une touche, tu sais, l'escrime, Omar, c'est très très rapide. Donc ça, je trouve ça intéressant. Voilà, indépendamment de mon cas personnel, de fait, il y a un exemple que je trouve génial. Tu parlais d'accessibilité. Il y a une start-up du collectif qui s'appelle Touch2See qui permet aussi pour les personnes déficientes visuelles de mieux regarder un match grâce à une tablette tactile. Ça rejoint les exemples qui étaient cités tout à l'heure. Je trouve ça extraordinaire, quoi. Donc il y a plein de choses que permettent la technologie. Et puis après, il y a tout un mouvement. La fan expérience, c'est aussi en dehors du match lui-même. En parallèle, il y a des plateformes d'engagement des fans comme Fan Prime, ou tout le mouvement un peu des cartes, des NFT, des Fantasy League, où en fait les gens vont suivre le sport autrement. Alors moi, c'est pas du tout mon truc, mais c'est un énorme mouvement. Les gens s'achètent des cartes, ils font participer leurs joueurs, ils ont des NFT. Donc c'est une nouvelle façon de consommer le sport. Bon, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est un mouvement. On peut citer la start-up française leader dans le domaine qui est Sorare. Qui est Sorare, exactement, Oui, qui est la seule licorne française, c'est-à-dire une start-up valorisée plus d'1 milliard du secteur du sport, et plutôt sur l'aspect regarder le sport que le pratiquer en l'occurrence. Mais donc oui, en tout cas c'est indéniable qu'il y a une nouvelle façon de consommer le sport. C'est très frappant. On arrive à la fin de cette table ronde. Juste une question. Vous êtes équipé de montres connectées. Tout à l'heure, vous montriez votre montre. Vous les utilisez, vous aussi, dans votre pratique sportive, chacun? Personnellement, oui. Ouais. Sur Strava, mais pas en mode j'essaye de voir à quel point j'étais, machin. Mais juste pour me dire, est-ce que je suis vraiment à la bourre cette semaine? Est-ce que j'ai vraiment fait le strict minimum pour pouvoir faire du sport ou pas, pour ma santé personnelle. Bon, il y a un petit peu de challenge aussi, mais oui, je suis beaucoup cette partie-là, et pour moi c'est quelque chose qui me permet de rester faire une activité régulière du moins. Donc oui, je les utilise complètement. Et vous, Nizar? Moi, j'avoue que je n'en utilise pas, mais que je deviens un peu un ovni parmi mes collaborateurs chez Sport Easy, mes copains. Donc non, moi, j'en utilise pas, mais je vois très bien pourquoi les gens le font, et si ça permet plus de pratique, plus de régularité, une amélioration de ses performances, tant mieux. Moi je me dis que peut-être qu'à un certain niveau, d'abord c'est la motivation, etc. Et je regarde pas trop les chiffres, j'avoue, mais donc Maud aussi. Moi, je m'en suis détachée en fait. Je l'ai beaucoup regardé, beaucoup utilisé. Strava, voilà, c'était mon lieu de prédilection. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était ma santé mentale qui finissait par en prendre un coup. Déjà parce qu'en fait, tu passes ton temps à vouloir faire plus. Sauf qu'en fait, ça va pas forcément dans le sens de ton corps. Ton corps, il a besoin de moments de récupération. Enfin, qu'il y a des choses parfois imprévisibles. Nous, on est patron de start-up. Il y a des fois, tu peux pas aller faire ta session sportive. Tu as 6000 urgences qui t'attendent. Surtout si c'est un Ironman. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses qui font qu'en fait je me suis mise tellement de pression d'un point de vue sportif que j'ai fini par totalement m'en détacher. C'est-à-dire que j'ai fait un rejet de Strava littéralement, et maintenant ma montre connectée, je l'utilise en effet. Je l'utilise pour envoyer les informations à ma coach, et elle analyse les données. Et elle me fait des retours. Mais moi, je ne les regarde pas. En fait, c'est là où j'ai passé le cap, en fait, où je continue à les utiliser, parce qu'elles sont quand même utiles dans ma préparation sportive. Et elle en a besoin pour savoir si mon cardio n'est pas monté trop haut. Et donc, est-ce que ça ne veut pas dire que je suis très fatiguée en ce moment? Il faut qu'elle ralentisse la cadence, enfin, des choses comme ça. Mais par contre, moi, à titre personnel, j'évite de les regarder justement pour ma santé mentale. Très bien. Vous serez où alors, Omar, on sait. Vous serez où fin juillet, début août? Au 46 rue Proudhon, à Saint-Denis, ici, au centre des opérations des Jeux, et aussi sur le terrain par rapport au projet que j'ai cité, qu'on est en train de livrer. Donc c'est là où je serai. Nizar, vous serez où Je serai en partie à Paris pour vivre les Jeux à Paris. Ouais. Et puis un peu en vacances parce qu'il y a des contraintes familiales qui font que... Mais je suivrai, quand je serai pas à Paris, je suivrai aussi à la télé, parce que pour moi qui adore le sport, les JO, c'est vraiment le moment où je regarde tout un tas de sports que je regarde jamais. Vous avez des places? Et j'ai quelques places, pas assez, on pourra en parler, Omar. Non, je plaisante. Non, j'ai quelques places, heureusement, grâce à mon petit frère qui a mieux géré que moi. Et donc je vais aller voir certaines épreuves, et je suis très très content. Et je vais en regarder plein à la télé, parce que j'adore ce moment où je regarde des sports que je regarde jamais. Donc, voilà. Et vous, Maud?
Moi, je serai en Haute-Savoie. Pour le coup, je garde mes montagnes. Mais par contre, je remonte le 2 août et on animera avec Smatchy un stand sur les Jeux Olympiques avec le MEDEF pour justement faire du sport pour tous et de l'initiation running et badminton. Donc, je serai présente sur Paris sur une très courte durée pour justement sensibiliser. Peut-être dans cette salle où se dérouleront les épreuves de badminton. Ce sera au Club France, donc Club je France. sais pas du tout. Non, je crois que c'est pas très loin, mais c'est pas ici. La Villette. C'est ça, voilà. Ok. C'est à côté. Merci à vous trois d'avoir été présents sur cette table ronde. Omar El-Zayat, du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Nizar Melki, cofondateur de l'application On est deux. Sporisé. Vous êtes Salut deux. Albin. Je suis Sylvie C'est Regard. gentil. Et Maude Baudier, qui est la fondatrice de Smatchy. Merci. La journée continue aujourd'hui sur Sport Définition. Restez avec nous pour d'autres ateliers et d'autres tables rondes. Bonne journée à vous tous. Au revoir.